Salut Étienne. Salut Gaël. Je m'étais dit que je te ferais une petite présentation de ce modèle qui est la roue de la souffrance. Et c'était une occasion en même temps de la publier, de la partager au monde. Et donc on va faire ça devant la caméra. Bonne idée. Voilà. Je vais commencer en précisant que cette roue de la souffrance, c'est une adaptation de la roue de la création, qui est le modèle que je développe depuis quelques années. Ta belle invention. Voilà. Et qui est adapté de l'énéagramme déjà. Il y a plusieurs vidéos déjà sur ma chaîne sur ce sujet. En fait, la roue de la souffrance, c'est une sorte de cas particulier de ce qu'on peut créer. Donc ça suit le même processus que la roue de la création, mais dans le sens de la souffrance. Donc il y a des choses qui sont radicalement différentes de l'une à l'autre, puisque la roue de la création, c'est une sorte de spirale vers le haut, une création de valeur, là où la roue de la souffrance, c'est au contraire une sorte de désintégration. Le cercle vicieux. Exactement. Cercle vertueux, cercle vicieux. Voilà, je vais la présenter dans les grandes lignes, et puis il y aura de quoi approfondir après dans d'autres vidéos. C'est aussi en lien avec le fait qu'on s'est associé récemment pour proposer des ateliers et des stages, vu que toi tu t'es formé à l'art-thérapie récemment, et qu'on s'est dit que ça pourrait bien s'associer avec les modèles que moi je développe pour aider les personnes dans leur transformation personnelle. Voilà. C'est vrai que moi je trouve vraiment que l'art-thérapie, elle amène à comprendre les choses vraiment à l'intérieur, physiquement presque. Là où les compréhensions mentales sont déjà très éclairantes et font déjà un bon boulot, mais je trouve qu'avec l'art-thérapie, il y a quelque chose qui va être plus intégré, qui va être plus compris, il y a des émotions parfois qui vont sortir. Et voilà, ça permet vraiment de mettre devant soi les choses sans que vraiment on y réfléchisse avant. Voilà. Donc c'est complémentaire en quelque sorte. Ouais. Là on a l'éclairage mental et dans l'art-thérapie l'immersion dedans. Voilà, ouais. C'est ça. Superbe, c'est parti. Allez, vas-y, dis-nous tout. Ok, je vais commencer d'abord en deux grandes phases, puisque dans la roue de la création, il y a donc une sorte de respiration entre deux grandes phases. On la trouve ici aussi. C'est la distinction entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc, qu'est-ce que c'est que la souffrance intérieure? J'ai appelé ça la culpabilité. Un peu l'auto-sabotage. Enfin, en tout cas, l'auto-sabotage peut faire partie de la culpabilité. Voilà, c'est ça. Fondamentalement, là, c'est l'idée qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas digne d'exister. Voilà, on pourrait le résumer en disant ça. Donc, j'aurais pu écrire aussi jugement, condamnation, ce genre de choses, mais avec culpabilité, il y a bien l'idée que c'est à l'intérieur, tourné contre soi. Et je voulais plutôt mettre ça en avant. Dans le monde extérieur, la souffrance dans le monde extérieur, je l'ai appelée conflit. Tout simplement, c'est quand il y a de la guerre autour de nous. J'espère que vous le voyez bien. Donc, culpabilité, conflit. Alors, il y a toujours les deux quand il y a souffrance, mais en général, on va plus focaliser notre attention sur l'un des deux. Il y a des personnes qui vont plutôt s'attaquer elles-mêmes et essayer de s'adapter au monde. Et il y a des personnes qui, au contraire, vont plutôt attaquer les autres quand elles sont en souffrance. Et puis chercher à se ménager soi-même. Se faire croire que nous on est bien, on est légitime. Globalement, les femmes ont plutôt tendance à s'attaquer elles-mêmes et les hommes plutôt tendance à attaquer les autres. Il y a une légère prépondérance. C'est en moyenne, et c'est une tendance, on va dire, puisque le féminin est plus vers l'intérieur et le masculin plus vers l'extérieur. Mais c'est important de se souvenir qu'il y a toujours les deux, puisque il y a une symétrie entre les deux. Quand on refuse quelque chose, quand quelque chose est indigne, il est indigne à la fois en nous et dehors. Ça, c'est pour la première structure. Ok. Je rentre dans le détail. Allez. Le noir. Alors, pour chacun de ces deux mondes, on va dire, j'ai trouvé 3 mécanismes qui sont complémentaires et qui entretiennent le truc. La culpabilité du fait qu'il y a quelque chose en moi que je trouve indigne,
ça fait que dans ma vie, je vais chercher en permanence à essayer de faire en sorte de ne pas être à cet endroit-là. J'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie d'être en contact avec, c'est une partie de moi que je refuse. J'ai appelé ça la fuite. Ok, donc tout simplement, c'est tout ce que je fais d'abord dans ma tête pour ne pas y penser, pour ne pas poser ma conscience dessus. Même si c'est intérieur, on est bien dans le monde intérieur ici, dans la fuite, je vais penser à autre chose. Imaginer des belles choses. Mais pas que dans un esprit créatif positif, c'est dans un esprit là d'évitement de ce que je veux surtout pas voir en moi-même, parce que je le crois indigne. Bien sûr, c'est pas indigne, mais c'est là qu'est la croyance. Je vais pas plus approfondir chaque point pour que la vidéo reste courte, mais j'ai juste envie de préciser que si vous voulez creuser, aller plus loin dans chacun des points, sachez qu'ils sont associés au type énéagramme. Donc si vous voulez aller plus loin dans ce mécanisme de fuite, je vais vous donner les types qui correspondent à ces mécanismes, et vous pouvez aller voir sur internet ou dans la littérature qu'est-ce qu'on en dit en termes de tendance névrotique. Voilà. La fuite, ce serait 7. Le 7. Hop, je vais montrer comme ça. Alors, la fuite, elle donne lieu à une vie compliquée, parce qu'il y a quelque chose que je porte en moi et que je ne veux pas voir. Et ça m'oblige à rester en mouvement et à essayer de travailler à faire en sorte que le truc indigne disparaisse. J'ai appelé ça l'obligation. Donc cette obligation, c'est cette tendance ressentie qui dit que je dois faire quelque chose pour être quelqu'un de bien. Donc, voilà. On se retrouve de temps en temps là-dedans, vous vous retrouvez peut-être là-dedans aussi. Je suis obligé, je suis contraint de bosser pour essayer de me corriger. Et bien sûr, c'est pas possible, puisque dans le fond, mon obligation, c'est de corriger quelque chose qui est indigne et que je vais jamais cesser de porter en moi-même. C'est un peu le syndrome du bon élève aussi, peut-être un peu. Oui, voilà. De devoir correspondre à des choses particulières qu'on se dit mieux qu'autre chose, et du coup on essaie de s'obliger à être là. Exactement. Et là tu mets le doigt sur le fait que ce que je crois indigne en moi, c'est pas moi qui l'ai inventé cette indignité, elle m'a été transmise, elle m'a été inculquée, en général dans l'enfance. Il y a le monde, les parents, la culture qui m'ont dit ne sois pas trop comme ça. Or, j'étais comme ça. Donc, zut, voilà. Donc il y aurait d'autres manières de faire avec les enfants, mais en général, souvent on vit pas mal ce truc-là. Et donc on se sent obligé de rétablir quelque chose, et c'est pas possible. Donc c'est une obligation, comme le mythe de Sisyphe chez les Grecs, où il y a un dieu grec qui doit monter un rocher en haut de la montagne, et quand il arrive en haut, le rocher roule jusqu'en bas, et il doit le remonter, et ça pendant l'éternité. Ça, c'est le point 1. Le point 1. On est chez les 1. On est chez les 1. Ok, cette obligation, du fait que je m'oblige à faire un truc qui n'est pas possible, en termes de ressenti, ça va créer de la honte. Le sentiment qui dit « je suis nul ». Je suis nul parce que je suis censé faire disparaître ce truc indigne, que tout le monde trouve indigne, et tout le monde se dit que c'est évident que ça devrait disparaître en moi, mais ça ne disparaît pas. Et donc, c'est de ma faute, sur fond de culpabilité, ce jugement-là. Donc le sentiment qui vient, c'est la honte. On n'est pas à la hauteur, quoi, de ce qu'on s'oblige. Exactement. Si j'étais autrement, ça marcherait, mais pas de bol. Je suis pas à la hauteur, je suis pas assez doué. Donc il y a ce sentiment qui nous mine. Le type. Le point 4. Le 4. Et je vous trace les flèches. Hop. Donc la fuite mène à l'obligation à la honte, et la honte de nouveau à la fuite.
ce sentiment de honte, il est difficile, il est brûlant, et donc de nouveau, ça va renforcer en moi l'envie de changer d'air. Un beau cercle vicieux. Exactement. Donc ça, c'est pour la partie intérieure. La partie extérieure, je vais entrer dedans par ce point-là, que j'ai appelé la dépendance. Alors on est dans le contexte du conflit, donc on est en relation avec le monde extérieur, avec des personnes, et globalement c'est tendu, quoi. C'est ce sentiment de conflit qu'en général on n'aime pas beaucoup. Quand on est dans un monde qui est en guerre, naturellement, il y a des camps dans cette guerre, et donc il faut que j'arrive à m'associer à des gens qui vont pouvoir m'aider pour pouvoir mieux lutter contre ceux qui me veulent du mal, qui sont hostiles. Donc je vais avoir besoin de créer des alliances. Ça, c'est ce sentiment de dépendance. C'est pour ça que je l'ai appelé dépendance. On est dans la recherche de soutien affectif pour pouvoir mieux lutter à côté. Exactement. Soutien affectif, en fait tout type de soutien. Tout type de soutien. On va dire c'est peut-être d'abord affectif, t'as raison, mais ça peut être physique aussi, en cas d'attaque physique. En tout cas, je marchande avec les autres du soutien conditionnel, du coup. En mode, on vit tous les deux dans une guerre. Moi, je t'aide parce que je peux t'apporter ça, et toi, tu m'aides, tu peux m'apporter ça. Et donc, j'ai absolument besoin d'avoir un truc à apporter, une utilité, pour pouvoir marchander du soutien de l'autre. Cette mécanique, c'est celle du type... Numéro 2. 2. Numéro 2 tout court. Numéro 2. C'est bien un numéro. Voilà, où là, il y a la compulsion de devoir être utile aux autres pour pouvoir marchander de l'aide. Et du coup, de ne pas penser qu'on peut soi-même être assez fort, ou en tout cas être assez, avoir assez de ressources pour arriver à bout du conflit. Exactement, pour s'en sortir seul. Voilà, tout ça, c'est sur fond de je peux pas m'en sortir seul, effectivement. Et cette dépendance souvent mène à de la codépendance, puisque je cherche une sorte de contrat marchandé. Je t'offre ça, tu m'offres ça, et je dépends de toi, tu dépends de moi. Et c'est ça que je cherche quand je suis dans la souffrance de type 2. Ouais. Cette dépendance, ces genres de contrats, ces adaptations comme ça relationnelles, ça mène à des situations où, du fait que on ne peut pas s'apporter fondamentalement de cette manière-là ce dont on manque le plus, c'est-à-dire un sentiment de stabilité, de sécurité, et ben il y a des cas où l'autre nous offre pas ce qu'on attendait de lui. Et donc, ça va mener à des mouvements de vengeance. 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 Je mettrai peut-être sur la vidéo aussi le schéma avec les pictogrammes qui peuvent aider à comprendre. J'allais dire à la hache et au couteau, quoi. Voilà, il y a un gros poignard dessus. Et donc cette vengeance, c'est un peu la partie plus comportementale, en lien avec le conflit, qui dit je me sens dans mon bon droit d'aller rétablir la justice par moi-même là où ça a été injuste. Il y a eu une indignité, une injustice, il y a quelqu'un qui devait quelque chose à moi ou à quelqu'un d'autre, surtout à moi, et qui a manqué à son devoir ou au contrat. Et donc je vais me venger. Alors c'est pas forcément poignarder la personne, mais ça peut être d'abord entretenir des jugements dans ma tête en disant c'est n'importe quoi, elle est pas censée faire ça, qu'est-ce que c'est que cette personne-là, n'importe quoi, les jugements. Ça peut être les paroles aussi, les attaques verbales. Et dans les comportements, ça peut être plus subtil qu'un coup de poignard, ça peut être de retenir des choses ou de me dire puisque elle s'est permise de faire ça, moi aussi je vais me permettre. Et du coup, par derrière, je vais faire quelque chose qui est aussi injuste, mais qui va me servir à me venger d'une injustice que j'ai vue avant. C'est l'autre qui a commencé, quoi. C'est le point... Le point numéro 8. On se croirait au loto. Voilà.
Quel est le numéro gagnant? À vous de le trouver. Ok. La vengeance, c'est ce qui, donc bien sûr, entretient le conflit. Et c'est ce qui fait que si je me suis vengé de quelqu'un, déjà, je vais me sentir éloigné de cette personne-là. Donc, y compris si c'est, surtout si c'est la personne dont je me sentais dépendant, parce que souvent c'est comme ça. Dans le marchandage, je me dis, tu me dois ça, on pose un contrat plus ou moins explicite là-dessus. Et si tu manques à ça, bah, je vais me venger. Et ça creuse le fossé entre nous. Finalement, j'ai plus la confiance en toi. Et ça a tendance, si je fais ça plusieurs fois avec plusieurs personnes, ça a tendance à créer un isolement. Donc l'isolement, c'est ce mouvement de protection dans le conflit qui dit soit parce que je me suis vengé, j'ai fait des attaques et je crains les représailles, ou bien simplement je vois que les gens s'attaquent entre eux et moi j'ai envie de me protéger au maximum de ça. Il y a aussi l'idée ici de s'isoler pour pouvoir voir sans être vu. Comme si je montais en haut d'une tour, d'où je pouvais observer ce qui se passe, parce que l'information est clé dans le conflit. Si je sais des choses, bah, je maîtrise le conflit. Donc je m'isole pour pouvoir voir sans être attaqué, sans être vu moi-même. C'est ça qui me donne un avantage dans le conflit. C'est une bonne stratégie. En fait, tout ça, comme tu dis, ça porte une logique. Hein. Oui. C'est pas si bête. C'est pas si bête. Pour peu qu'on accepte en fait qu'il y ait une culpabilité et un conflit dans le fond, eh ben, le reste est logique en fait. Donc il n'y a pas à se blâmer d'ailleurs, merci de parler de ça, il n'y a pas à se blâmer d'être là-dedans. C'est vrai que ça entretient la souffrance, mais c'est juste ce qu'on a de mieux, c'est ce qu'on a de mieux dans les options qui nous paraissent disponibles. Le problème c'est juste que ça s'appuie sur des croyances de fautes qui, elles, n'ont pas lieu de continuer d'être. Voilà, j'allais finir en disant que l'isolement, c'est aussi isoler, diviser pour mieux régner. Donc c'est aussi isoler les gens les uns des autres, cloisonner la réalité, appliquer une grille de lecture qui dit lui de toute façon il n'est pas capable de faire ça parce qu'il est comme ça. Ah ouais. Donc ça peut être le racisme aussi par exemple, ou dire lui de toute façon il est chinois donc hop, et je l'ai mis dans une case, ça l'a isolé, ça me donne un sentiment de protection, je me dis ah mais c'est un chinois, je prends un exemple, j'ai rien contre les chinois, où il est comme ça, où de toute façon c'est une femme et les femmes elles sont comme ça. Et hop, ça met une petite case, on met les gens, les choses dans des cases, et ça rassure mon mental sur le fait que je comprends bien les choses, et moi ça me tient en dehors. Très utilisé ici. Ouais. Et par le type 5. 5. Ok. Qui d'ailleurs n'aime pas trop être mis dans une case lui-même. N'est-ce pas? Et non. Potentiellement. Et non, en 5, on a envie, ou tout le monde à cet endroit-là, on a envie d'être peinard en dehors du tableau et à ranger les choses du tableau dans des petites cases pour pouvoir les maîtriser. Voir sans être vu, maîtriser sans être maîtrisé, etc. Intéressant. Et de nouveau, quand on s'isole, plus on s'isole, plus on devient faible, parce que seul on est faible en conflit. Et donc ça entretient l'idée de dépendance. Et rapidement, on se dit, si je veux m'en sortir, il va falloir que je trouve quand même certaines alliances. Et notamment, on a besoin de liens sociaux, souvent un minimum. Et du coup, ça nous fait retourner vers la dépendance. Génial. J'arrivais pas à faire le lien. Et oui. Parce qu'on ne sait pas tout faire soi-même et donc ça nous oblige. Si on est un seul pays dans un monde en guerre, on va chercher des alliances, sinon les gros poissons mangent les petits. Il ne faut pas rester trop petit. Ouais. Ces deux mondes qui, pour l'instant, sont bien distincts, même si on peut voir comment ça se répond, c'est sur une base d'une idée de faute, il y a quelque chose d'indigne. On va regarder maintenant comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, et de l'autre à l'un. Alors, ce qui me fait passer d'une culpabilité intérieure au conflit à l'extérieur,
c'est un mouvement qui me sert à pas trop ressentir cette brûlure de la culpabilité. Donc c'est le mouvement psychique qui va changer un peu ces idées-là qui sont présentes au fond de moi, pour faire en sorte que je les vois chez les autres plutôt que chez moi-même. On appelle ça la projection, mais j'ai utilisé ici un mot un peu plus large que j'ai appelé manipulation. La manipulation, c'est la manipulation de la vérité, d'abord en moi-même, et donc qui fait apparaître les choses d'une manière qui me dédouane moi, et où je ne suis plus coupable, en fait c'est les autres qui sont coupables. Et je vais projeter exactement ce que je trouve coupable en moi chez les autres, de sorte que je vais vraiment le voir chez les autres. Et c'est aussi une manipulation des personnes. Je vais essayer de faire en sorte que telle personne fasse ça et bouge dans un sens qui va m'arranger moi. C'est pour ça que j'ai pris ce mot-là qui est plus large que projection. Manipulation, ce serait peut-être aussi jouer avec ses propres émotions, quoi. Manipuler ses propres émotions. Je sais pas comment le dire, Oui. mais jouer avec ce que je ressens, quoi. J'ai pas envie de ressentir ça, donc je vais manipuler ce que je ressens pour que ça paraisse autre chose. Exactement. Okay. On est dans le champ du mensonge, du coup. Il y a bien... Je mets des masques autour des choses pour qu'elles aient une autre apparence, d'abord pour moi-même et aussi pour les autres. Donc, y compris les émotions, effectivement, je vais par les pensées, je vais me trouver des scénarios qui me permettent de voir les choses autrement, d'une manière qui me cache ce que j'aime pas, et qui le fera voir à l'extérieur. C'est plus facile de dire que c'est les autres qui ont tort. Voilà. Donc okay. Le mouvement d'essayer d'avoir raison aussi, c'est pas mal aussi là. Aussi. Ah oui. Il est aussi ailleurs. Oui, projection, avoir raison. Voilà. Ok. Et donc on est chez les 3. Les 3. On va arranger l'apparence des choses pour que ça aille dans notre intérêt. On va manipuler la réalité. Et notre apparence aussi. Et notre apparence. Hop, donc ça c'est ce qui mène globalement, ce qui mène de la honte à la dépendance. Parce que du coup, je dépends aussi du fait que les gens croient ce que je manipule et qui rentrent dans mon jeu de manipulation. Oui, c'est très dur dans les mensonges d'ailleurs, de se rendre compte que le mensonge marche au bout d'un... Enfin, en tout cas, moi qui ne suis pas à cet endroit-là, de se rendre compte que le mensonge il marche et que du coup, d'un coup, dans la réalité, ça fait des trucs et après on dépend de ce que ça a fait comme boule de neige et là, c'est un peu... Exactement. Après, il faut tenir le mensonge, il faut s'inventer une nouvelle vie, exactement. Voilà, d'avoir un peu testé, j'ai pas toujours aimé. C'est culotté, et c'est là que les 3 sont particulièrement outillés pour ça. Ça peut être très constructif d'ailleurs de savoir faire ça, de savoir jouer. Ça peut être constructif, mais ici, c'est pas constructif. Oui. Là, on sait que finalement, c'est pour... ça nous crée nos propres souffrances. Ouais, exactement. Tout ça, c'est des mécanismes qui naissent de la souffrance et qui entretiennent la souffrance. Tout en nous faisant croire que c'est la meilleure option qu'on ait pour soulager la souffrance. Il y a vraiment ce truc-là. Comment on fait maintenant pour revenir du conflit vers la culpabilité? Quel est le mécanisme qui fait que de la sensation de vivre en guerre à l'extérieur de nous, on revient en soi-même vers une culpabilité qui va se renforcer? C'est le fait de se dire ce conflit à l'extérieur, il est difficile à gérer à l'extérieur, et si je veux aller chercher à tirer certaines ficelles pour arranger les choses, il va falloir que j'aille affronter, il faut que j'aille au contact de ce qui est dangereux. Et donc c'est plus facile de prendre sur moi tout ce que je peux prendre sur moi, ou prendre en moi-même, et de dire ça c'est de ma faute, ça c'est de ma faute, ça c'est de ma faute. Parce que si c'est de ma faute, c'est à moi de le gérer tout seul. Et même si je sais pas le faire, je sais pas comment je vais le faire, je peux au moins essayer de le tasser quelque part, et c'est le meilleur moyen pour moi de le sortir du paysage. Et ça va mener du coup à la fuite à l'intérieur. Je serai obligé d'être en fuite de ce truc-là, mais au moins, il sera plus dans mon champ de vision sous mon nez dehors. Ce mouvement-là, je l'ai appelé l'anxiété. C'est un mouvement de peur en général.
et plus particulièrement d'anxiété. Donc cette anxiété chronique d'un conflit potentiel permanent autour de moi, qui fait que je vais essayer de m'adapter au maximum, essayer d'être gentil, essayer de me dire que c'est à moi de régler les choses, parce que c'est plus facile. Oui, c'est quelque chose un peu en arrière-plan qui est toujours là en filigrane, de se dire c'est dangereux dehors peut-être aussi un peu, où il y a des choses qui sont inquiétantes ou qui peuvent me faire souffrir dehors, donc je préfère garder sur moi. Voilà. Et dehors, il y a tout ça qui se passe, quoi. Il y a tout ce... et ici, c'est le point 6. Vous l'avez peut-être deviné pour ceux et celles qui connaissent l'énéagramme. Donc en 6, on a tendance à prendre sur soi, faire de l'humour pour essayer de désarmer les choses sans aller forcément directement au contact de dire nos vérités à quelqu'un. Hop. Et la boucle est bouclée. Mais il en manque un. Et ça s'entretient. Et effectivement, il en manque un, puisqu'il y a 9 points dans l'énéagramme. Le 9e point, il est au milieu, et c'est un peu celui qui fait en sorte que tout ça, ça continue. C'est ce qui fait qu'on peut pas vraiment s'attaquer au truc, parce qu'on n'en a pas conscience. Et le mot que j'ai mis dessus, du coup, c'est sommeil. Alors j'aurais pu dire aussi oubli ou inconscience, ou ce genre de mots, mais sommeil est peut-être un peu plus parlant. Je fais en sorte que tous ces mécanismes-là qui sont en jeu en permanence quand je souffre, et ben que ça s'endorme, parce que c'est trop difficile à regarder. Du moins, je crois que c'est trop difficile à regarder. Je crois que si je le voyais en face, ce serait encore pire. Et donc, je fais en sorte de ne pas le ressentir. On parle parfois de narcotisation en œuvre, donc c'est... je l'ai dit. C'est le point 9. C'est le point 9. La narcotisation qui fait que y a un... Comme quand on prend des narcotiques, ou qu'on va dans une addiction ou une autre, ou qu'on dort, il y a comme une disparition physique de la conscience de tout ça. C'est déjà une sorte de fuite, mais c'est moins actif. La fuite, elle va chercher quelque chose de positif pour remplacer. Ici, il y a juste un étouffement, quoi. On étouffe les choses. Et donc, de montrer tout ça, ça fait sortir ces mécanismes du sommeil. Donc là, on est en train de faire du point 9 créatif, là. C'est-à-dire, voyons ce qui se passe quand on souffre, ça nous fera sortir du sommeil et ça nous permettra d'aller déjouer, en fait, ces cercles vicieux de souffrance. Et pour ça, tu as aussi une autre roue qui aide à voir comment tout ça fonctionne de manière positive aussi, quoi. Donc de mettre les deux, superposer les deux, c'est intéressant. Là, on a choisi de parler de ça parce que c'était important que tu nous expliques cette nouvelle vision que tu avais eue. Mais voilà, de mettre les deux roues les unes sur les autres, c'est quand même aussi intéressant. Exactement. Et ouais, et c'est ça un peu le but, c'est de ne pas en rester là uniquement. C'est de dire, ça c'est le cercle vicieux, mais il y a aussi un cercle vertueux qui est la roue de la création. Où là, on va créer quelque chose. C'est les mêmes points, aux mêmes endroits, avec les mêmes flèches, mais c'est pas les mêmes mots. Et surtout, ils sont en cohérence et en intelligence les uns avec les autres. Il y a d'ailleurs un mot que j'ai pas mis, ici c'est la culpabilité, c'est le petit cercle de gauche, là le conflit à droite, et le grand cercle ici, il a un mot, donc qui correspond à ces 3 points-là, qui sont des points de séparation. Dans la manipulation, je fais en sorte que le monde extérieur ne connaisse pas mon monde intérieur. Donc j'essaie de creuser ce fossé-là. Et ici, je fais en sorte que de ressentir le moins possible le conflit à l'extérieur en prenant les choses en moi-même. Et donc c'est le même mouvement d'écartement des deux, mais dirigé vers l'intérieur. Et le point 9, c'est le point qui va faire en sorte que
ma réalité soit coupée de ma conscience. Donc il y a une séparation de ce qui se passe d'avec ma conscience. Donc voilà ce qui globalement en fait distingue la roue de la souffrance de la roue de la création. C'est en profondeur, c'est ce mouvement ici de séparation des choses, là où dans la roue de la création il y a une intégration plutôt. Ok. Voilà pour ce modèle. Super, merci beaucoup de nous partager tout ça. Avec plaisir. Moi je connais bien l'énéagramme, mais je connaissais pas cette nouvelle roue et les liens qu'il faisait entre tous les mots. Donc voilà, je suis vraiment très contente de voir ça. Et comme à chaque fois, les mots sont simples, mais à la fois le système est complexe, et voilà, je trouve ça toujours super. Merci. Ouais. Excellent. Et voilà, donc du coup, on vous propose des ateliers qui sont en lien avec justement cette roue de la souffrance, la roue de la création et l'art-thérapie. Voilà, donc on a un atelier d'une journée où on a mis 3 dates, donc 3 fois une journée, mais l'atelier il est que sur une journée. Donc, vous pouvez choisir après dans les dates. La première c'est le 21 mai. Et donc cette journée s'appelle Voyage de l'ombre à la lumière, dans l'idée où cette roue de la souffrance, on pourrait aussi l'appeler l'ombre, voilà, avec un côté plus onirique. Et la roue de la création, on pourrait l'appeler plutôt la roue de la lumière, en gardant cette thématique. Voilà, parce qu'on veut accompagner cette journée un peu comme un voyage où on vous fait traverser des choses et que voilà, on vous guide sur votre chemin, voilà, donc un peu avec cette idée du voyage. Et voilà, donc c'est sur une journée, le 21 mai, pour la première date. Et ensuite, on a un autre atelier de 2 jours sur la même thématique, en tout cas en utilisant les mêmes outils, mais qui sera différente de la journée d'atelier. Donc on peut faire les deux sans qu'il y ait de répétition. Voilà, et donc ces 2 jours où on va aller plus en profondeur encore dans tout ça, ce sera le 3 et 4 juin. Ouais, pour la prochaine date. Pour la prochaine date. Et bien sûr, on en fera d'autres par la suite. Et d'autres, bien sûr. Si vous regardez cette vidéo et que ces dates sont déjà passées, allez voir dans la description, on mettra à jour les dates. Voilà. Sinon, sur mon site web uniliance.fr, vous aurez les prochaines dates. C'est ça. Très bien. Et donc l'idée, c'est bien pour les gens d'aller cibler les parties de la roue de l'ombre qui sont particulièrement tenaces. Ah oui. Parce qu'on n'a pas tous... c'est-à-dire, c'est des portes d'entrée vers notre ombre, on va dire. Pour certains, ce sera plus la honte, d'autres plus l'isolement ou la manipulation. Donc l'idée, c'est que vous puissiez rentrer dedans par la porte qui vous correspond le mieux, qui s'ouvre le plus à votre conscience, et qu'à travers l'art-thérapie, ensuite, vous alliez plonger dedans jusqu'à transformer ce point-là et faire jaillir la lumière qui pourra permettre ensuite à toute la roue de s'harmoniser. On pourrait le dire comme ça. Voilà, c'est un peu des voyages entre les mondes. Voilà, à travers des portes d'entrée. Le but étant l'émancipation, la libération, bien sûr. Voilà. Et a priori, il n'y a pas de doute que tout le monde a une lumière. Et voilà. Et que du coup, on la trouvera. Voilà. Exactement. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.